Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais directement reprendre la suite, la partie 2 de la vidéo que j'avais faite sur les catcheurs qui auraient pu marquer le catch. Vu que j'ai abruptement coupé la vidéo en deux suite au fait que j'avais appris le décès d'Hulk Hogan et du coup ça m'avait un peu perturbé du coup. J'avoue que c'était un peu bizarre quand même de genre parler de catcheur mort puis après tu parles d'Hulk Hogan comme ça genre. Le sujet il était un peu, c'était pas le meilleur sujet pour ensuite introduire ce fait quoi que j'ai appris quoi. Donc bref, du coup je vais directement reprendre la suite de la vidéo avec du coup ces 4 autres catcheurs et puis il y aura un bonus du coup. Donc bref, on va reprendre du coup la liste avec le catcheur Sean O'Haire. Donc Sean O'Haire est du coup un catcheur qui travaillait pour la WCW du coup vers les années 2000 du coup le déclin de la WCW. Et il a été introduit à la WCW via une stable de 4 gars qui s'appelait les Natural Born Thrillers si je ne me trompe pas. Et dans la stable il y avait Shawn Stasiak qui était mythe à la WWF du coup. Il y avait Mark Jindrak. Il y avait aussi Chuck Palumbo et du coup il y avait Sean O'Haire. Du coup, ces 4 gars qui étaient jeunes, du coup, qui étaient physiquement athlétiques et qui étaient impressionnants et qui ressemblaient vraiment à des stars. Mais le diamant vraiment qui était à polir, c'était vraiment Sean O'Haire. Parce que Sean O'Haire, pour comparatif, c'est littéralement une fusion entre Jeff Hardy et Batista. Genre, tu fusionnes les deux personnes, ça te donne Sean O'Haire. Parce que Sean O'Haire, c'est un catcheur qui a, genre, littéralement le physique et l'apparence d'un Drew McIntyre et qui peut faire littéralement toutes les prises de Jeff Hardy. Donc c'était un gars, je vais le préciser aussi, qui était du coup dans son année rookie et qui pouvait te taper ce genre de prise. Tu peux pas demander plus pour un catcheur en fait. Tu peux pas demander plus pour un catcheur que Sean O'Haire. Tu peux pas demander plus comme base pour avoir un excellent catcheur que Sean O'Haire. Parce que Sean O'Haire avait littéralement tout. Il avait le look, il avait l'apparence, il avait le talent dans le ring. Tu pouvais pas demander plus. Oh, mais il est pas bon au micro, ta 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 ta. Je vais y revenir sur ça. Je vais y revenir. Donc, les plans originaux du coup de Eric Bischoff en 2001, c'était d'avoir Shane O'Haire à la WCW en tant que visage de la compagnie et de le faire battre Goldberg. Mais ce qui va se passer, malheureusement, avec les circonstances, c'est que la WCW va se faire racheter par la WWF en 2001. Et du coup, Shane O'Haire va être impliqué dans la storyline de l'invasion, du coup. Qui est elle-même considérée comme une storyline qui est une opportunité manquée. Bref, on va pas parler de l'invasion, mais bref. Du coup, Shane O'Haire, après la storyline de l'invasion, il va se faire envoyer à OVW. En gros, c'est à peu près le NXT de là maintenant. Je dirais plus le FCW, vu que NXT, c'est considéré comme une troisième brand, bref. Et en gros, il va se faire envoyer à la OVW pendant genre un an, je pense, de 2001 à 2003. Ok, il va pas revenir avant 2003. Du coup, vu qu'il y a eu un conflit. En fait, c'est Shane O'Haire qui a commencé à avoir de la hit avec Triple H, vu qu'il a genre refusé de serrer sa main. Et du coup, il s'est fait envoyer à OVW. Merci Triple H. Et bref, il a perdu à peu près genre un an et demi de sa carrière, quoi, genre là-bas. Et il est revenu vers 2003 avec les vignettes du coup ce qu'on appelle là maintenant The Devil's Advocate. Et genre en gros, la gimmick du Devil's Advocate, en gros l'avocat du diable, c'était à peu près genre Sean O'Haire qui venait genre en costard noir, genre dans une salle blanche comme ça, et puis qui commençait à justifier le fait de faire des actions mauvaises aux gens en fait. Je te dis pas quelque chose que tu ne sais pas déjà. Et en gros, c'est une gimmick qui est assez intéressante vu qu'elle a jamais vraiment été explorée en fait. Genre, il y a eu, je pense, 6 vignettes. Il a apparu genre 2 fois avec cette gimmick. Et puis après, ils ont juste changé les plans en fait pour lui. Et du coup, il s'est fait manager par Roddy Piper. Et après, Roddy Piper, il est parti à HBO, je pense, la chaîne HBO. Et il a littéralement enterré la WWE et blâmé Vince des morts liées aux stéroïdes, si je ne me trompe pas, et tout ça. Du coup, Roddy Piper s'est fait licencier par la WWE. Et vu qu'il voulait quand même trouver quelqu'un à punir,
Du coup, Shane O'Haire a tout pris, quoi. Et ils ont pas renouvelé son contrat et il s'est fait laisser aller par la WWE et ça a mis fin à peu près à sa carrière dans le catch, quoi. Et après, il est mort en suicide en 2014. Ouais. C'est ça du coup que je trouve triste avec la carrière de Sean O'Haire. Vu que c'est un catcheur que juste par le look, tu te dis que c'est une star à en devenir en fait. Juste par le look, tu te dis que Sean O'Haire, ce gars doit être un main eventer. Et genre après tu vois le type, tu le vois catcher dans le ring et tu le vois, il fait toutes ces prises que genre Jeff Hardy pourrait faire alors qu'il fait genre quasi 2 mètres et 125 kilos quoi. Genre en gros c'est un type que genre, même s'il était mauvais au micro ou je sais pas quoi, genre t'aurais pu littéralement juste le présenter comme une star quoi. En plus de ce que j'avais genre compris, genre en me renseignant en fait, c'est que le problème avec Sean O'Haire c'est que il savait faire des promos backstage et tout ça, mais genre quand c'était face à une audience, genre c'était une autre histoire quoi, genre c'était pas le meilleur. Et en vrai, même s'il savait pas faire les promos en face de l'audience quoi, genre en regardant genre chaque promo, chaque vignette qu'il a fait, genre c'était des promos qui étaient excellentes quoi. Genre, il aurait pu s'améliorer, même, genre, si c'était vraiment un problème de faire des promos en face de l'audience. Genre, on n'a vraiment jamais laissé le temps de s'améliorer, quoi. Genre, vu qu'il est resté, genre, 2 ans et demi à la WWE au total, quoi. Et il a jamais vraiment fait de promo en face de l'audience pendant ces 2 ans, quoi. Donc, il a même pas eu le temps de s'habituer ou moins de trucs. Donc, pour moi, genre, le fait que Sean O'Haire n'ait jamais réussi dans le catch, ça montre juste à quel point les standards dans son époque étaient hauts. Et à quel point les standards là maintenant ils sont bas. Parce que genre là maintenant, t'as des types comme genre Jacob Fatu qu'on présente comme des menaces. Alors que genre, si tu compares Sean O'Haire à putain de Jacob Fatu, c'est juste extrêmement stupide en fait. Genre, Sean O'Haire sait faire toutes les prises de Jacob Fatu mieux que lui. Il est plus imposant, il est plus menaçant, il est en meilleure shape. Et Sean O'Haire contre Jacob Fatu dans un vrai combat, Sean O'Haire le détruit littéralement en 17 secondes. Oh mais oh, Jacob Fatu c'est une menace, il a fait de la prison, il est Samo à la ferme. La ferme. Genre, Jacob Fatu c'est littéralement un gars avec un ventre gras et qui a le même finisher que Tiffany Stratton. À un moment faut réfléchir en fait. À un moment faut ouvrir ses yeux et voir la réalité. Bah, bref, je digresse quoi. En tout cas, Sean O'Haire, opportunité manquée. Le gars il aurait pu être une star à la WCW, c'est pas arrivé. Il aurait pu être une star à la WWE, c'est pas vraiment arrivé. À cause des circonstances, malheureusement. Et genre, si Sean O'Haire avait commencé à catcher là maintenant, le gars, il aurait été juste indéniable. Genre, tu peux pas mettre Sami Zayn en avant plus que Sean O'Haire, quoi. Genre, si t'as Sean O'Haire dans ton roster et que genre, t'as des gars comme Karrion Kross, genre, ils disent... Il y a des gens qui disent... Karrion Kross, il revue la gimmick de Sean O'Haire. Ouais, sauf que Karrion Kross est inférieur à Sean O'Haire dans tout. Sean O'Haire est 1000 fois mieux que Karrion Kross dans tout. Donc c'est pour ça que Karrion Kross, s'il fait une gimmick pareille, il y en a personne qui en a à foutre. Parce que Karrion Kross est juste chiant, ennuyeux, et il a juste aucun des éléments que Sean O'Haire avait pour rendre Karrion Kross intéressant, quoi. Il est juste un gars, en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel, en fait. Bref. Ah ouais, j'ai aussi oublié de dire, le thème d'entrée là de Sean O'Haire là en 2000, quand il est revenu du coup en 2003, c'était incroyable bordel. C'était fait par genre Waterproof si je me trompe pas, c'était Come on with whatever you got, come on take your best shot. C'était incroyable ce son franchement. Genre, c'était, je vais pas dire que c'était un son de main eventer, mais c'était vraiment un excellent son franchement. Donc du coup le catcheur suivant dont je vais parler c'est The Alpha Male Monty Brown. En gros, Monty Brown, c'est un catcheur qui a catché à TNA, de, je pense, 2004 à 2005, si je ne me trompe pas. Et en gros, il a eu un run à peu près dans le main event où, genre, où il était en feud avec Jeff Jarrett, mais genre, voilà, la feud s'est mal passée vu que par après, Monty Brown, il a perdu tous les matchs qu'il a eu contre Jeff Jarrett. Mais après, il est devenu le laquais de Jeff Jarrett, et voilà, quoi. Et suite à ça, après, Monty Brown, il s'est cassé de la TNA pour aller à la WWE. Et il a été repackagé en Marcus Corvon, ce qui est un nom horrible. Et en plus de ça, genre, il a eu un thème d'entrée qui était affreux. Bon, ce thème d'entrée, genre, ça a tellement rien à voir avec le type, en fait. Mais bref.
Et du coup, il était à la ECW à ce moment-là, dans la nouvelle ECW de la WWE. Et il a un peu rien foutu là, en fait. La seule storyline intéressante qu'il a eue, tout court, la seule storyline qu'il a eue, c'est la feud avec les ECW Reboot contre l'ECW original. Et genre, voilà quoi. Et c'est pas vraiment une storyline qui le concernait lui, c'est plus un groupe contre un autre groupe, bref. Et après, la sœur de Monty Brown est morte, et du coup, Monty Brown, il a choisi de mettre fin à sa carrière de catcheur pour s'occuper des enfants de sa sœur, quoi. Et c'est comme ça que ça a mis fin à une carrière, à la carrière de Monty Brown, quoi. Il avait vraiment du potentiel, je trouve. Parce que Monty Brown, c'est quelqu'un qui était très charismatique et extrêmement bon au micro. Genre, dans la manière dont il parlait au micro, c'était assez similaire à The Rock. Je vais pas commencer à dire, je vais pas commencer à dire que c'était le prochain The Rock, hein, faut pas abuser non plus. Mais c'était assez similaire quand même. Et genre, du coup, c'était un catcheur extrêmement charismatique. Il était extrêmement divertissant. Il faisait des prises cool. Il faisait son finisher, The Bounce. En gros, qui est un snap tackle. Genre, c'est la même prise que genre Willow Nightingale, elle fait. Mais genre, c'est évidemment beaucoup mieux quand Monty Brown le fait, vu que genre lui, il fait genre 110 kilos. Il est énorme. Donc en gros, quand il le fait, genre, quand il fait ça, genre, c'est extrêmement plus impactant, quoi. Genre, il l'a fait sur Sabu durant son run à la ECW. Faut juste voir, hein. Faut juste voir. Il avait des catchphrases cool. En gros, son finisher, c'était limite sa catchphrase. Il disait The Bounce Period. Ou sinon, I'm the ruler of the Saragati. En gros, the Saragati, c'était l'idée que genre, il y avait un terrain de chasse. Et que ce terrain de chasse, c'était le ring. Et en gros, il l'appelait le Saragati. Il, genre, traitait les gens qui étaient ses adversaires. En gros, il les appelait les Omega Male. En gros, des gens inférieurs, quoi. Et aussi, il se foutait de ses adversaires en les imitant d'une manière extrêmement divertissante. Genre, c'était incroyable. Genre, limite, imitation, c'était même mieux que The Rock, quoi. Mais bon, The Rock reste quand même mieux que Monty Brown au micro. Je pense, en vrai, je pense ça du fait que, genre, The Rock, il a été over grâce à ça. Et que, genre, Monty Brown, en vrai, il n'a pas vraiment été massivement over en faisant ça, quoi. Ce qui m'étonne, en vrai. Genre, il était extrêmement divertissant, mais genre, il n'y avait pas le public qui était en mode en explosion quand il faisait ça, quoi. En tout cas, quand il faisait ça à TNA. Et genre, à ECW, bah, il a jamais eu, genre, l'antenne pour faire ça, quoi. Donc voilà quoi. Voilà pour moi pourquoi Monty Brown est une opportunité manquée du catch quoi. Donc du coup on va passer au catcheur suivant qui est Mohamed Hassan. Donc du coup pour ceux qui ne savent pas, Mohamed Hassan était un catcheur italien-américain qui catchait à OVW de 2004 à 2005 si je ne me trompe pas, jusqu'à fin 2004. Et du coup, il va être amené dans le main roster vers fin 2004 pour jouer le rôle d'un catcheur arabe nommé Mohamed Hassan. Du coup, pour les gens qui n'ont pas vraiment compris la gimmick et qui font directement un raccourci, non, en vrai. La première intention du personnage de Mohamed Hassan, c'était pas juste un terroriste. L'idée première, c'était que Mohamed Hassan était un catcheur arabe qui était venu aux États-Unis et qui se plaignait des Américains du fait qu'ils soient discriminés du fait des attaques du 11 septembre. Donc c'était un personnage qui était assez intéressant vu que Mohamed Hassan était un heel qui était justifié dans ses intentions. C'était pas juste un heel pour être heel. Et ça a amené à peu près à une dynamique qui était assez proche de la nation de la domination, comme avec Farouk qui se plaint de la WWE pour être un endroit extrêmement discriminatoire envers les talons noirs. Donc du coup, Mohamed Hassan, dans son personnage, il va avoir beaucoup de hits, vu que le personnage qu'il portrait, c'est un arabe, du coup, aux États-Unis. Et c'est genre 4 ans après les attaques du 9-11, du coup. Et du coup, c'est une gimmick qui est bien sûr assez controversée. Du coup, Mohamed Hassan va être mis en avant très rapidement, vu qu'à ce moment-là, il a genre 23 ans, du coup. Et il sera aussi aligné avec Daivari. Hein. Donc, du coup, Mohamed Hassan va avoir une streak qui va s'arrêter directement au Royal Rumble 2005.
Puis après, il aura un WrestleMania Moment où en gros, il se fera tabasser par Hulk Hogan, rest in peace. Puis après, à Backlash, il aura un match par équipe face à Shawn Michaels et Hulk Hogan. Et par la suite, il se fera drafter à SmackDown pour ensuite entrer dans une feud avec l'Undertaker. Et du coup, les plans originaux de la feud, c'était que Mohamed Hassan batte l'Undertaker à Great American Bash 2005 et qu'il poursuive du coup une rivalité avec Batista pour le championnat poids lourd et qu'il devienne champion du monde poids lourd. Mais ce qui va se passer, et du coup c'est encore une fois les circonstances, c'est qu'il y aura une attaque terroriste à Londres, si je ne me trompe pas. Et tout ça se passera au même moment où SmackDown va mettre en direct l'attaque controversée qu'il a eue avec l'Undertaker, où il y a 5 gars cagoulés qui étranglent l'Undertaker et Mohamed Hassan fait le signe de beheaded, en gros de décapitation, quoi. Donc, suite à ça, tous les networks vont demander à ne plus voir Mohamed Hassan, il va plus pouvoir passer à la télé tout court, et du coup, il pourra que passer en pay-per-view pour son match contre Undertaker à Great American Bash. Et du coup, Undertaker, ça va changer les plans, du coup, et Undertaker va battre Mohamed Hassan dans ce match, et Mohamed Hassan va du coup perdre son job suite à ça, vu que la WWE le libérera de son contrat, et il va quitter la WWE du coup. Ce qui est vraiment incroyable quand même avec Mohamed Hassan, c'est que Mohamed Hassan avait genre 23 ans à ce moment-là, pendant son push qu'il avait eu en 2005. Et le niveau de talent qu'il avait au micro, la manière dont il savait connecter avec le public, créer de la hit, commencer à mettre des pauses, et après laisser le public le huer, tout ça. Genre Mohamed Hassan, il était vraiment incroyable dans son rôle, franchement. Et je trouve vraiment ça dommage que genre ils l'ont pas juste repackagé avec une autre gimmick. Parce que franchement, Mohamed Hassan, je pense vraiment que c'était un talent gâché, franchement. Il avait vraiment un talent parfait pour l'âge qu'il avait. C'était un talent incroyable. Il était jeune en plus, quoi. Donc, genre qu'il mette fin à sa carrière comme ça, de manière si précoce, je trouve vraiment que c'était une opportunité gâchée. Et bon, en vrai, je suis quand même content pour ce qu'il devient là maintenant, vu qu'il a réussi à tourner sa vie vers le positif, malgré le fait qu'il n'a pas réussi à la WWE. Et je pense que c'est quelque chose de bien, parce que genre toutes les personnes dont j'avais parlé dans la liste, soit ils étaient morts, soit c'était une situation un peu moins ouf. Mais sinon, content pour ce que devient Mohamed Hassan, ou plutôt Marc Copani, parce que c'est son vrai nom, quoi. C'est pas, il n'est pas arabe, c'est un Italien américain, quoi. Ouais, et malgré qu'il a eu une gimmick controversée, il a quand même réussi à en faire de l'or avec ce qu'il a eu. Et que dans la logique, il s'est fait virer parce qu'il était trop bon dans son rôle. Ouais, tu peux dire ça de personne à la WWE. Donc, voilà. Donc, du coup, le dernier catcheur dont je vais parler, vu que je réalise la vidéo et commence à durer un peu en longueur, c'est, je vais le faire un peu plus rapidement, c'est Velveteen Dream. Controversé, ouais. Ouais. Mais pas dans le sens de Mohamed Hassan. Là, juste la personne est controversée, bref. Donc, du coup, Velveteen Dream, c'est un catcheur qui a été recruté à la WWE via Tough Enough, du coup en 2016 ou 2017, un truc comme ça. Et il a été amené à NXT, du coup, dans l'ère noir et or de Triple H. Et il a commencé avec la gimmick du Velveteen Dream. Cette gimmick qui est un peu controversée elle-même en soi, un peu, vu que c'était une gimmick qui ressemblait un peu à Goldust et qui était inspirée par, je pense, The Prince, je pense. Et en gros, elle tient du fait qu'il est flamboyant et qu'il agit un peu comme une diva, comme ça. Bref, voilà, un peu comme Goldust, quoi. Il y a des gens qui n'aimaient pas la gimmick. Moi, personnellement, je trouvais qu'elle était vraiment assez intrigante. Parce que, genre, Velveteen Dream, c'était le seul catcheur qui avait une personnalité à NXT Noir et Or, en fait. C'était le seul catcheur qui avait une gimmick et du coup qui essayait de se démarquer des autres. Parce que le reste, ils étaient juste pas intéressants, en fait. Juste, c'était des bons catcheurs. Bref, c'était l'ère Triple H de NXT Noir et Or, bref. C'est tralali, là.
Du coup, Velveteen Dream, il avait genre, je pense, 21 ou 22 au moment où il est entré à NXT. Et dans toute sa carrière à NXT, genre de 2017 à 2020, si je me trompe pas, du coup, il est resté jusqu'à 25 ans. En gros, il va gagner le championnat nord-américain, je pense, une ou deux fois, ou un truc comme ça. Ce qui est inacceptable. Hein. Genre, tu peux pas genre, juste mettre ce gars champion nord-américain, en fait. C'est le gars le plus intéressant que tu as dans ton roster et tu le mets champion nord-américain. Parce que dans la mentalité de Goldman, Triple H, mettre Johnny Gargano, Adam Cole, Tommaso Ciampa, c'est mieux que de mettre Velveteen Dream en tant que champion NXT. Bref. Genre, Velveteen Dream avait littéralement 1 milliard de fois plus de star power et de charisme que toutes les personnes à NXT combinées. Voilà. Peut-être qu'ils auraient gagné les Wednesday Night Wars s'ils y avaient pensé une ou deux fois à ça. Mais bref, je digresse. Donc du coup, en 2020 ou 2019, je sais plus, du coup, Velveteen Dream va rentrer dans une polémique dans laquelle il est un pédophile, du coup, vu qu'il a parlé avec un mineur, du coup, dans les réseaux sociaux. Bref, je vais pas rentrer dans les sujets, quoi. Et il va se faire... il va pas se faire vraiment virer, vu que... Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en 2020, il y aura des budget cuts. Et du coup, vu que NXT n'utilisait plus Velveteen Dream suite à ça, mais ils vont, du coup, le libérer de son contrat dans un prétexte de budget cut, du coup. Et du coup, Velveteen Dream va quitter la WWE, quoi. Et ça a à peu près ruiné sa carrière, quoi. Ce que je trouve assez dommage, vu qu'il avait genre tout le talent du monde, quoi. Il était vraiment jeune aussi, comme Mohamed Hassan, quoi. Et fondamentalement, Velveteen Dream comprenait le catch. Genre, le catch, c'est pas juste à propos du work rate, c'est à propos des personnages qui te rendent intéressants. Et Velveteen Dream avait bien compris ça. Mais Triple H, dans sa mentalité de NXT Warrior, c'était le work rate avant tout. C'est pour ça qu'il mettait Adam Cole, Tommaso Ciampa, Keith Lee et Johnny Gargano en avant plus que Velveteen Dream. Et bon, voilà quoi. C'est pour ça que je trouve que Velveteen Dream est une opportunité manquée, quoi. Genre, ils auraient su quoi faire de lui dans le main roster, quoi. Enfin, peut-être, hein, ça se trouve, il serait fait enterrer. Mais il aurait été clairement plus mémorable que Aleister Black ou Keith Lee dans le main roster, quoi. Le gars, il avait une personnalité, il était charismatique et il était bon au micro. Il était assez bon dans le ring aussi, j'ai pas précisé ça. Et aussi, il était surtout intéressant, divertissant. Voilà. Alors qu'Aleister Black, qui en a à foutre d'Aleister Black? Bref. Donc du coup, c'était ma liste des catcheurs que je pense qui auraient pu marquer le catch. Et je vais du coup parler du bonus, du coup. J'ai pas vraiment mis le catcheur bonus dans la liste, vu que je pense pas encore que il est encore enterré et qu'il y a toujours une chance de arranger tout ça. Et du coup, ce catcheur, c'est Austin Theory, quoi. Le catcheur que Triple H déteste. Genre, c'est le Christian Cage de Vince McMahon. C'est littéralement ça, quoi. Genre limite, je pense même que Triple H met genre une boule bleue genre sur le visage d'Austin Theory tellement il le déteste, quoi. Genre, tu peux pas détester tellement un catcheur que tu le fais cash-in, sa mallette, Money in the Bank pour un championnat mid-card. Voilà, bref. Austin Theory, c'est quelqu'un qui est jeune, qui a genre 28, 27. Donc, il y a peut-être encore une chance que genre ce soit pas trop tard pour sa carrière. Mais dans la trajectoire dans laquelle il est, je pense que on peut déjà commencer un peu l'enterrement, quoi. Et qu'on peut dire qu'il est enterré par Triple H. Mais il y a encore des chances, vu qu'il est encore à WWE. Mais genre, si le gars il se fait virer, Triple H l'aura enterré. Et je pense que c'est tout pour la vidéo. J'ai tout dit. Et on se dit à plus tard. Bref.